On connaît tous un perso d'animé qui, même avant de naître, était destiné à être le plus fort. Celui qui nous vient logiquement en tête, c'est Satoru Gojo, l'enfant au sixième œil. Rien que sa naissance a retourné son monde à tout jamais. Mais ne t'inquiète pas, on y reviendra. Dans cette vidéo, on va parler des persos beaucoup trop forts, naturellement. On commence directement avec Broly, le Super Saiyan de la légende. Déjà, rien qu'à son nom, on sait déjà qu'il est spécial. À la naissance, il avait une puissance de 10 000 unités. En comparaison, Goku n'avait que 2 unités de puissance quand il est né. Le Super Saiyan de la légende naît une fois tous les 1000 ans et a des facultés assez spéciales et différentes des autres. Par exemple, quand il est en Super Saiyan, il a les cheveux verts au lieu d'avoir les cheveux jaunes. Mais outre cet aspect un peu inutile, il est bien évidemment beaucoup plus fort qu'un Super Saiyan. D'habitude, les Saiyans ont une puissance exponentielle, comme on peut le voir avec Goku et Vegeta. S'ils arrivent à survivre à un combat contre un adversaire puissant, leur puissance augmente considérablement. Eh bien, avec Broly, c'est pareil, mais encore plus cheaté. Sa force est encore plus exponentielle que celle de n'importe quel autre Saiyan. En gros, Broly a un potentiel de combat qui dépasse l'entendement. Et pour vous illustrer ça, il faut que je vous parle de ses combats. Dans le film Dragon Ball Super Broly, il se bat avec Goku, qui est en forme SSJ Blue. Cette forme multiplie sa puissance par une centaine de milliers d'unités. Et Broly, lui, se bat seulement en Super Saiyan normal. C'est-à-dire une forme qui multiplie la puissance que par 50. Et pourtant, il a quand même dominé Goku. Maintenant, changeons totalement d'animé pour parler d'Hunter x Hunter, plus précisément de Killua, le troisième fils de la famille Zoldyck. Sa famille est la famille la plus puissante d'assassins, notamment avec son père Silva et son grand-père Zeno, qui sont deux personnages extrêmement puissants. Déjà, rien que là, Killua ne peut bénéficier que d'une très bonne génétique, mais ce n'est pas tout. Même au sein de sa famille, il fait partie des plus puissants. Quand son grand frère l'a capturé pour le ligoter, son grand-père vient le libérer et dit à son grand frère que Killua est le plus puissant. Il y a même une théorie qui dit que si ses parents ne lui ont pas appris le nen, c'est parce qu'ils ont peur de son potentiel. Et quand on voit sa mère qui a peur de lui, ça confirme un peu son potentiel phénoménal. Bref, Killua a clairement un potentiel qui dépasse l'entendement. Dirigeons-nous maintenant à Karakura pour y retrouver notre très cher Ichigo, le main caractère de Bleach. Au début de l'œuvre, on remarque déjà qu'il a un potentiel qui dépasse largement la normale. Notamment quand on voit son épée de très grande taille. Et Rukia nous dit que la taille de l'épée reflète la puissance spirituelle. Bon, même si on apprend plus tard que ça a des limites. Les plus puissants Shinigami concentrent leur puissance dans des petits sabres. Déjà, à l'arc de la Soul Society, on nous le présente comme un personnage à part qui contient une forte énergie spirituelle. Alors qu'à ce moment-là, il venait tout juste de retrouver ses pouvoirs. Il a battu un vice-capitaine et un capitaine en seulement 2 jours. Alors que dites-vous, c'est un Shinigami depuis seulement quelques mois. Mais si ce n'était que ça, il faut généralement 10 ans pour apprendre le Bankai. Mais Ichigo, lui, il a appris en seulement 2 jours. Bon, certes, c'est grâce à la technique d'Urahara, mais ça reste pas à la portée de tout le monde. Ichigo a très clairement speedrun son verse, et en plus de sa génétique surboostée, on apprend que c'est un Blizzard, un humain qui bénéficie de la puissance de son lot intérieur, et donc qui casse les limites de puissance de Sam Shinigami. Plus tard dans l'œuvre, on apprend que sa puissance spirituelle n'a rien d'étonnant. Il est le descendant de l'ancien clan noble, Shiba. On apprend aussi que son père était l'ancien capitaine de la division 10, et que sa mère était une Quincy. Bref, Ichigo est déjà né avec un grand potentiel, et il a su l'exploiter parfaitement, pour devenir encore plus puissant. Restons dans le Big Tree, mais pour parler de Naruto cette fois. Je sais d'avance que ce personnage va faire débat, mais ne t'inquiète pas, j'adore énormément Naruto. Au début de l'œuvre, il est présenté comme l'enfant avec de grosses lacunes, qui part de zéro, avec aucun talent et qui est très ambitieux. Mais comme tu le sais, plus tard dans l'œuvre, on apprend que c'est pas tout à fait vrai, même que c'est carrément faux. Tout d'abord, Naruto a Kyuubi en lui. Bon, rien de nouveau par rapport au début de l'œuvre, mais on apprend que Kyuubi est le bijou le plus puissant après Jubi, et que sa puissance est telle que si Konoha le perdait, cela casserait l'équilibre du monde Shinobi. En gros, une bête de puissance totalement colossale, et tout ça, scellé en Naruto dès sa naissance. Mais ça ne s'arrête pas là, car Naruto est aussi le fils du Hokage 4ème Genin, j'ai nommé Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha. La puissance du père de Naruto est telle que les autres villages disaient à leurs ninjas de fuir quand il était dans les parages. En gros, Minato n'a pas volé sa réputation, c'est un monstre de puissance phénoménal. Avec tout ça, on peut se dire que Naruto avait déjà toutes les chances de son côté pour n'être déjà très puissant. Mais tout ça, c'est loin d'être les seuls atouts, car la mère de Naruto est issue d'un clan spécialisé dans les techniques de scellement. Mais surtout, les membres du clan possèdent une réserve de chakra phénoménale. Et pour finir, Naruto est la réincarnation d'Asura Otsutsuki, le fils de l'ermite Rikudo. Tu l'as compris, même avant de naître, Naruto avait déjà toutes les chances de chambouler le monde. Et comme Ichigo, il a su bien exploiter sa puissance pour devenir encore plus puissant. Je vais pas vous parler des Uchiwa, parce qu'ils sont tous boostés, mais globalement, ils auraient tous pu être dans le classement je pense. Revenons maintenant dans l'univers Dragon Ball, et cette fois, pour parler du fils de Goku, Gohan. Bon, au début il n'avait que 2 d'unités de puissance, donc ça peut paraître bizarre de le voir dans cette vidéo. Mais ne t'inquiète pas, je t'explique. Tout d'abord, son père est un Saiyan, et sa mère est une humaine.
ce qui fait de Gohan un Saiyan métis. Et dans Dragon Ball, les Saiyans métis ont un potentiel qui peut dépasser l'entendement de puissance s'ils s'énervent. Ce qui est un énorme boost de génétique pour les métis s'ils sont amenés à combattre. Et dans Dragon Ball Z, Gohan a été amené à combattre aux côtés de sa famille des ennemis surpuissants qui ont mis en danger ses proches, ce qui l'a poussé à booster sa puissance à plusieurs reprises. La première fois, c'était contre Raditz. Gohan passe de 2 à 700 unités de puissance juste en s'énervant. Jusqu'à la dernière, avec son mode Beast, quand il voit Piccolo en difficulté. Dans une vidéo qui parle du potentiel génétique, comment ne pas parler du manga expert des pouvoirs génétiques? Tu t'en doutes peut-être, je fais référence à MHA, parce que dans un univers où chaque personne naît avec un pouvoir, enfin presque, tu t'en doutes, ça crée des personnages surpuissants génétiquement. Comme par exemple Shoto Todoroki, qui est né avec un alter beaucoup trop fort, ou plutôt avec 2 alters, car Shoto a hérité de l'alter de glace de sa mère, déjà très puissant. Mais en plus de ça, il a aussi hérité de l'alter de feu de son père. Ce sont 2 alters extrêmement puissants, parmi les meilleurs du verse. Et les 2 combinés, forcément ça donne des merveilles. La gauche du corps de Shoto lui permet de générer des flammes, et le côté droit de la glace. C'est un alter extrêmement puissant, mais au début, Shoto ne peut pas l'utiliser à son plein potentiel, car ça lui rappelle son père. Mais en l'occurrence, il maîtrise parfaitement la glace de sa mère, ce qui le rend déjà très puissant. Avant que je te parle du potentiel de Gojo, il faut que je te parle d'un autre perso de Jijika, qui a aussi une génétique de fou. C'est pas Toji, ni même un membre du clan Zenin, mais c'est nul autre que notre très cher protagoniste, j'ai nommé Yuji Itadori. Je vais parler des scans, donc si t'es pas à jour, n'hésite pas à avancer la vidéo. Dès le premier épisode, on voit qu'il est différent des autres lycéens. Un peu plus tard, on le voit manger un doigt de Sukuna. Alors que je te rappelle, Sukuna est le roi des fléaux, donc la bête la plus puissante de son verse. Mais Yuji, un simple lycéen, a quand même réussi à survivre sans difficulté à son doigt. Plus tard dans la série, il arrive à manger 15 doigts, jusqu'à ce que Sukuna quitte son corps. Mais à part cette résistance, Yuji a globalement une génétique en magie occulte vraiment très puissante. Il arrive à absorber les techniques de Sukuna, ce qui est une capacité vraiment très cheatée dans Jijika. Et tous ces dons génétiques s'expliquent par ses parents, car sa mère est en réalité Kenjaku, un exorciste millénaire, et son père est le frère de Sukuna. En gros, il était déjà cheaté, même avant de naître. Maintenant, passe son personnage tant attendu, j'ai nommé Satoru Gojo. Satoru est issu du clan Gojo. C'est un clan qui fait partie des 3 grands clans d'exorcistes, avec les Zenin et les Kamo. Et il a déjà du Moyen-Âge japonais. Et si ce clan est si réputé, c'est pour son pouvoir de l'infini. Mais certains membres de ce clan peuvent débloquer un pouvoir encore bien plus grand. Et depuis 400 ans, personne du clan ne l'a jamais eu. Ce fameux pouvoir, c'est le 6e œil. Et comme tu l'as compris, Satoru dispose de ce pouvoir très rare, ce qui fait de lui le meilleur exorciste de son époque. Ce 6e œil permet à l'utilisateur de distinguer l'énergie occulte, et donc de manipuler parfaitement le pouvoir de l'infini, ce qui le rend presque invulnérable. Les derniers utilisateurs du 6e œil, avant Satoru, étaient 2 anciens chefs du clan Gojo, environ 400 ans avant le début de l'histoire. En gros, même avant de naître, Satoru était déjà le plus puissant du verse. Bon, j'ai pas pu te parler de tous les personnages avec la meilleure génétique. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire quel perso d'animé t'aurais mis. Je pense que globalement, j'ai parlé de persos très intéressants. Et si j'ai pas mis des persos comme Saitama ou Sunjinu, c'est parce que c'était pas vraiment un pouvoir génétique, mais c'était plutôt des pouvoirs qui sont apparus plus tard dans l'œuvre. Beaucoup de personnages sont critiqués justement pour cette même génétique, comme Naruto, qui voulait transmettre un message contraire à cette génétique au début de l'œuvre, mais qui a dérivé sur un Naruto boosté par ses dons héréditaires. Eh bien je vais vous dire mon avis franc. Pour moi, les personnages au pouvoir héréditaire surpuissants, j'adore ça. Comme avec Satoru Gojo, qui nous met des étoiles dans les yeux pendant ses combats, ou encore Ichigo ou Naruto, qui nous cache un pouvoir inattendu qui va retourner l'issue des combats. Bref, j'adore les persos tout simplement trop forts naturellement. Mais attention, je dis pas que les persos comme Luffy qui évoluent d'eux-mêmes sont moins bien, je dis juste qu'il faut des persos pour tous les goûts. On rush les 10 000 abonnés, donc si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner.